du gouvernement parallèle se rapproche. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur le projet de loi de financement de la Sécu ce mercredi, mais le gouvernement devrait, selon toute vraisemblance, dégainer le 49.3 pour faire adopter le texte. À cette occasion, la et la gauche pourraient informer le gouvernement. Le patron du PS, Olivier Faure, a annoncé qu'il votera cette censure, et ce, en dépit du regard du gouvernement. La porte-parole, Maud Bréjean, a tenté de faire appel à la responsabilité des parlementaires pour trancher sur l'affaiblissement de la France en cas de censure. On va revoir sa déclaration en intégralité à l'issue du Conseil des ministres. Nous avons toujours été clairs, il faut 289 députés pour voter la censure à l'Assemblée nationale. Ce serait le fruit de la conjonction des intérêts entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Nous mettons tout en œuvre pour atterrir sur un budget qui convienne autant que possible aux uns et aux autres, en prenant en compte le contexte économique, vous le savez, extrêmement contraint, 60 milliards d'euros d'économies à trouver pour présenter un budget de redressement. On le fait dans l'écoute, dans le dialogue, évidemment avec les groupes du socle commun, mais aussi avec les groupes des oppositions. Le Premier ministre a notamment entamé une série de consultations cette semaine pour échanger sur ce budget et puis sur ce qu'il souhaitait faire dans les semaines et dans les mois à venir. Il conviendra, en tout état de cause, in fine, aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Le vote de la censure est évidemment un droit. Contrairement à ce que j'entends parfois de la bouche des députés d'opposition, le gouvernement ne remet aucunement en cause ce droit. Mais si chaque député a bien sûr des droits, nous avons aussi des devoirs. Il sera du devoir de celles et ceux qui voteront cette censure d'en assumer les conséquences devant les Français et devant leurs électeurs dans chacune des 577 circonscriptions de France. Et tout mettre en œuvre, ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'on a vu hier un Premier ministre qui essaie d'envoyer des gages du côté du Rassemblement national. Il a parlé de proportionnel, Michel Barnier, d'ouverture d'un chantier au printemps. Il a parlé également d'une réflexion potentielle sur cette taxe sur l'électricité. Et du côté du socle commun, ce qu'on appelle le socle commun, mais ça on a du mal parfois à se dire s'il est vraiment commun ce socle quand on voit les divisions, même au sein du groupe Ensemble pour la République. On a du mal à comprendre comment vous pouvez à la fois ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire parler à tout le monde pour contenter toutes les parties. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que vous avez vraiment un chemin de passage pour éviter la censure? On a un cadre budgétaire qui s'impose à nous, je le redis, 6,1% de déficit cette année et 7% de déficit l'année prochaine si on ne fait rien. Pour autant, le gouvernement a fait le choix de laisser les débats se tenir. Ça a permis de tracer un certain nombre de chemins de compromis. Je vais répondre à votre question, bien sûr. Assurément, Je pense notamment à la protection des retraités les plus modestes et à des mesures en faveur des collectivités territoriales. On poursuit donc dans la même philosophie et dans la même méthodologie. Nous entendons, puisque vous parlez de l'électricité, des demandes qui n'émanent pas uniquement des députés du Rassemblement national, des demandes d'adaptation de la mesure telle que présentée dans le budget initial, et elles ont été, pardonnez-moi, formulées par exemple par le président Larcher, par le président Marseille, un certain nombre de députés, y compris au sein du socle commun, pas uniquement, ont déposé des amendements pour aménager cette mesure lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Et donc, fidèle, encore une fois, à cette volonté d'écoute qui est la nôtre, nous sommes prêts à revoir et à aménager ce dispositif, encore une fois, sans faire fi du cadre budgétaire existant. Et nous ne sommes pas là pour faire des promesses que nous ne saurions pas tenir ou qui enverraient le pays dans un mur budgétaire qui, je crois, coûterait très cher aux Français, et notamment aux Français les plus précaires. Mais le Premier ministre, hier, je pense, a démontré qu'il avait entendu les appels des parlementaires et qu'il avait ouvert une porte. Voilà. Ouvert une porte, tendu une main, et j'espère que cette main sera saisie par les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a encore, vous le savez, plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, au moins 2 semaines de discussion sur le projet de loi de finances. Enfin, très concret sur l'électricité, encore au moment où on se parle. C'est encore un petit peu flou. Une porte qui a été ouverte et des discussions qui doivent se poursuivre encore une fois. Je le rappelle, la mesure telle qu'initialement proposée par le gouvernement permettait de rapporter 6 milliards d'euros, tout en garantissant, c'est quand même important de le rappeler, une facture d'électricité en baisse de 9%. Est-ce que nous pouvons aller plus loin? Peut-être. Si nous pouvons aller plus loin, nous le ferons, mais dans un
qui affirme aujourd'hui, je l'entends beaucoup ces derniers jours, ces dernières heures, qu'il suffirait de reprendre le budget de l'année 2024, calqué à l'année 2025 et que tout ça serait au fond sans conséquence, mentent aux Français. Et ça ne fait pas avancer le débat dans la bonne direction. Le budget de l'année 2024, c'est se priver de toute économie supplémentaire intégrée dans le projet de loi de finances qui est en train d'être discuté, et c'est se priver aussi des investissements. Je pense notamment à la santé, 7 milliards d'euros supplémentaires, à la défense, 3 milliards d'euros supplémentaires, à la sécurité des Français, 1 milliard d'euros supplémentaires. Donc ça n'a absolument rien de satisfaisant. Et au-delà de ça, ce n'est pas uniquement un enjeu de procédure législative. Bien sûr que les procédures législatives existent, les institutions sont bien faites, la carte vitale ne va pas s'arrêter de fonctionner demain. Mais le message envoyé à la France, aux investisseurs étrangers, aux marchés financiers, à nos partenaires économiques, serait absolument dramatique. Ça se traduirait immédiatement par une hausse des taux, qu'on commence d'ailleurs déjà à observer, par une perte de confiance majeure des investisseurs, des consommateurs, ce qui signifie quand on tire le fil moins d'investissements, moins d'entreprises implantées sur le sol français, et donc moins d'emplois. Je crois que ce serait à long terme, à moyen et long terme, extrêmement dangereux pour le pays. Encore une fois, que ça consisterait à affaiblir durablement la France sur le plan économique, sur le plan social, et aussi sur le plan diplomatique, puisque la voix de la France à l'échelle européenne, par exemple, dépend aussi de notre stabilité nationale. C'est un enjeu d'exemplarité. Voilà. Et je crois qu'à l'heure où beaucoup de Français, et ceux bien avant le budget, se serrent la ceinture, ont du mal à boucler les fins de mois, à l'heure où on présente un budget de redressement qui demande des efforts à un grand nombre de secteurs, il convient que les dirigeants de ce pays montrent aussi l'exemple. Ce sont déjà intégrés depuis le début de ce budget. Les ministères sont largement pris à contribution. L'État donne l'exemple en réduisant ses dépenses. Et donc je pense que c'est une mesure, encore une fois, qui peut apparaître comme symbolique, mais qui est essentielle pour l'acceptabilité des mesures qui sont proposées tant